Le crépuscule d'un automne précoce enveloppait le château de Windsor. Les pierres massives, témoins silencieux de siècles de pouvoir et d'intrigue, semblaient absorber les dernières lueurs du soleil, plongeant la cour intérieure dans une pénombre grandissante. L'année était 1325, et l'Angleterre, sous le règne du roi Édouard II, se trouvait à un carrefour incertain de son histoire. L'air était lourd, imprégné d'une tension palpable, une atmosphère où les murmures étouffés remplaçaient les conversations ouvertes et où les regards en biais valaient plus que 1000 serments d'allégeance. Dans les appartements royaux, la reine Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, se tenait près d'une fenêtre ogivale. La lumière déclinante baignait son visage d'une douce mélancolie, soulignant la finesse de ses traits et la détermination qui brillait dans ses yeux bleus acier. Elle contemplait le jardin à la française, un labyrinthe de parterres symétriques et de fontaines silencieuses, un microcosme de l'ordre et de la beauté qu'elle avait toujours cherché à imposer au chaos de la cour anglaise. Isabelle, malgré sa jeunesse et son statut de reine consort, était une figure respectée, sinon aimée. Sa beauté, sa finesse d'esprit et son éducation princière la distinguaient de la plupart des nobles anglais, souvent plus attachés à la chasse et aux querelles de territoire qu'à la culture et à la diplomatie. Elle parlait plusieurs langues, connaissait l'histoire et la philosophie, et maîtrisait l'art subtil de la négociation. Cependant, sous cette façade de reine cultivée et raffinée, bouillait une frustration contenue, une amertume profonde qui rongeait son âme depuis des années. Son mariage avec Édouard II, initialement conçu comme une alliance politique entre l'Angleterre et la France, s'était rapidement transformé en une prison dorée. Le roi, bien que charmant et cultivé à ses heures, était incapable de remplir ses devoirs envers le royaume et envers elle. Son affection, voire son obsession, pour son favori, Hugues le Despensé le Jeune, était un secret de polichin à la cour. Isabelle avait été reléguée à un rôle secondaire, marginalisée et humiliée publiquement par l'ascension fulgurante de ce jeune courtisan avide de pouvoir. Elle se souvenait encore de leur première rencontre, lors des festivités de son mariage à Boulogne. Édouard, alors un jeune prince beau et prometteur, avait semblé sincèrement épris d'elle. Il lui avait promis un royaume florissant, un amour éternel et une place digne de son rang à ses côtés. Mais ces promesses s'étaient rapidement évaporées, emportées par le vent des intrigues et des passions dévorantes qui animaient la cour anglaise. Les premières années de leur mariage avaient été difficiles, mais Isabelle avait gardé espoir. Elle avait tenté de gagner l'affection de son mari, de le conseiller, de le guider dans les affaires du royaume. Elle avait utilisé son intelligence et son charme pour apaiser les tensions entre la noblesse et la couronne, pour maintenir la paix avec la France et l'Écosse. Mais ses efforts avaient été vains. Édouard était sourd à ses arguments, aveuglé par son attachement à Gaveston, puis à Despensé. Isabelle avait observé avec une colère froide la montée en puissance de ses favoris, leur arrogance, leur cupidité et leur mépris pour la justice. Elle avait vu comment ils manipulaient le roi, dilapidaient les richesses du royaume et semaient la discorde parmi les nobles. Elle avait assisté, impuissante, à la dégradation de la cour, transformée en un théâtre d'ombre où les complots se tramaient dans les couloirs et où les alliances se nouaient et se dénouaient au gré des intérêts personnels. La mort de Gaveston, assassiné par les barons rebelles, avait été un soulagement pour Isabelle, mais elle avait rapidement compris que Despensé était une menace encore plus grande. Plus intelligent, plus ambitieux et plus cruel que son prédécesseur, il avait réussi à s'emparer du contrôle total du royaume, marginalisant le roi et éliminant impitoyablement tous ses ennemis. La situation avait atteint son paroxysme lorsque Despensé avait confisqué les terres et les biens de la reine, la privant de ses revenus et de son statut. Isabelle, humiliée et spoliée, avait été réduite à une simple figure de décor, une ombre dans son propre palais. Elle avait été forcée de supporter les sarcasmes et les insultes de Despensé, qui se plaisait à lui rappeler sa position subalterne et son impuissance. L'humiliation la plus amère avait été la perte de ses enfants. Édouard, sous l'influence de Despensé, avait éloigné ses fils, le prince Édouard et John d'Eltham, de leur mère, les plaçant sous la tutelle de courtisans fidèles aux favoris. Isabelle avait été privée de tout contact avec ses enfants, craignant pour leur sécurité et leur avenir. C'était à ce moment précis, lorsqu'elle avait réalisé que non seulement son honneur, mais aussi le bien-être de ses enfants était en jeu, qu'Isabelle avait pris une décision irrévocable. Elle avait juré de se venger, de punir ceux qui l'avaient humiliée et de rendre justice à son royaume. Elle avait compris que pour atteindre ses objectifs, elle devait quitter l'Angleterre et chercher de l'aide à l'étranger. Le prétexte de son départ avait été une mission diplomatique auprès de son frère, le roi Charles IV de France. Édouard, aveuglé par son amour pour Despensé, avait consenti à la demande de sa femme, espérant se débarrasser d'une présence gênante et d'une source potentielle de problèmes. Il ignorait que ce voyage marquerait le début de sa propre fin. Isabelle, accompagnée de son fils aîné, le prince Édouard, avait quitté l'Angleterre au printemps 1325. Elle avait été accueillie avec tous les honneurs à la cour de France, où elle avait retrouvé ses frères, Charles et Philippe. Elle avait exposé sa situation, décrivant les injustices et les exactions commises par Despensé, la faiblesse et l'incompétence de son mari, et le danger qui menaçait le royaume d'Angleterre. Ses frères, émus par son récit et conscients des implications politiques de la situation, lui avaient promis leur soutien.
Charles IV, en particulier, avait offert à Isabelle et à son fils l'asile en France et avait promis de l'aider à recouvrer ses droits et à protéger ses enfants. Cependant, Isabelle savait que le soutien de ses frères ne suffirait pas. Elle avait besoin d'une armée, d'argent et d'alliances solides pour détrôner Édouard et Despensé. Elle avait commencé à tisser une toile d'intrigues et de négociations, contactant les nobles anglais mécontents, les seigneurs écossais rebelles et les princes étrangers avides de pouvoir. Elle avait rencontré Roger Mortimer, un noble anglais exilé en France pour avoir participé à une rébellion contre Édouard. Mortimer, un homme courageux, intelligent et ambitieux, était devenu son allié le plus précieux. Ils avaient rapidement développé une relation intime, fondée sur une compréhension mutuelle et un désir commun de vengeance. Ensemble, ils avaient élaboré un plan audacieux pour envahir l'Angleterre, détrôner Édouard et Despensé et placer le prince Édouard sur le trône. Ils avaient collecté des fonds, recruté des soldats et négocié des alliances avec les ennemis de l'Angleterre. Pendant ce temps, à Windsor, Édouard continuait à régner en tyran, ignorant les murmures de mécontentement qui montaient dans son royaume. Il était aveugle aux dangers qui le menaçaient, persuadé que sa puissance et son influence étaient inébranlables. Il se confiait entièrement à Despensé, qui l'isolait de plus en plus de ses conseillers et de ses proches. La cour anglaise était devenue un lieu de corruption et de débauche, où les intrigues se tramaient à chaque coin de rue et où la justice était bafouée. Les nobles fidèles au roi étaient de plus en plus rares, effrayés par la cruauté de Despensé et dégoûtés par l'incompétence d'Édouard. L'atmosphère était pesante, chargée de pressentiments et de secrets. Les serviteurs chuchotaient dans les couloirs, les gardes jetaient des regards furtifs dans l'ombre et les courtisans se faisaient la cour avec une nervosité palpable. Tout le monde sentait que quelque chose d'important allait se produire, que l'équilibre du pouvoir était sur le point de basculer. Isabelle, loin de l'Angleterre, était le centre de ce tourbillon d'intrigues et de conspirations. Elle était la force motrice derrière le complot, la femme qui allait orchestrer la chute de son mari et le bouleversement du royaume. Mais elle savait que la vengeance avait un prix, que le pouvoir corrompt et que la soif de justice pouvait se transformer en une obsession destructrice. Elle ignorait encore à quel point la route serait longue et douloureuse, et combien son propre cœur serait marqué par les événements à venir. Dans le jardin de Windsor, le vent d'automne soufflait à travers les arbres dénudés, emportant avec lui les dernières feuilles mortes. Le soleil avait disparu derrière les nuages, plongeant le château dans une obscurité complète. Seules quelques torches vacillaient sur les murs, projetant des ombres menaçantes et créant une atmosphère de mystère et de danger. Isabelle, toujours debout près de la fenêtre, serrait contre elle une amulette qu'elle avait reçue de sa mère. C'était un petit médaillon en or, orné d'une image de la Vierge Marie. Elle le portait depuis des années, comme un symbole de sa foi et de son espoir. Mais ce soir, elle le serrait avec une force particulière, comme si elle cherchait à puiser en lui le courage et la force dont elle aurait besoin pour affronter les épreuves à venir. Elle savait que le chemin de la vengeance serait pavé de difficultés et de sacrifices. Elle devrait affronter ses propres démons, surmonter ses peurs et faire des choix difficiles. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à rendre justice à son royaume et à protéger ses enfants. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et laissa le vent emporter avec lui les derniers vestiges de son innocence. Elle était prête à embrasser son destin, à devenir l'instrument de sa propre vengeance, même si cela devait la conduire à la ruine. Le silence retomba sur le château de Windsor, un silence lourd de menaces et de secrets. La nuit était tombée, annonçant une période sombre et incertaine pour l'Angleterre. L'ère d'Édouard II touchait à sa fin, et l'aube d'une nouvelle ère, marquée par la vengeance et la trahison, était sur le point de se lever. Le vent avait tourné, brusquement, implacablement. Plus qu'une brise légère annonçant l'orage, c'était une tempête hurlante qui balayait désormais le royaume d'Angleterre. Isabelle, après avoir juré fidélité à son époux, avait franchi un Rubicon invisible mais irréversible. Le pacte sacré du mariage, jadis un refuge, un socle de pouvoir, était désormais un champ de bataille. Le point de non-retour avait été atteint lorsqu'elle avait publiquement dénoncé les abus de son mari, l'humiliation constante qu'il lui infligeait, le pillage des richesses du royaume au profit de ses favoris, en particulier le détesté Hugh le Despensé. La décision d'Isabelle de s'allier à Roger Mortimer, son ancien amant banni, fut le catalyseur de cette fracture profonde. C'était un pari risqué, une danse périlleuse sur un précipice. Mortimer, un homme de son propre calibre, ambitieux, charismatique, et surtout, assoiffé de vengeance contre Édouard et ses sbires. Ensemble, ils formaient une alliance redoutable, une machine de guerre politique déterminée à démanteler l'édifice branlant du pouvoir royal. Les rumeurs, telles des flèches empoisonnées, volaient à travers la France et l'Angleterre. On chuchotait à voix basse, dans les tavernes enfumées et les corridors sombres des châteaux, sur la liaison scandaleuse entre la reine et Mortimer. On murmurait sur leur plan audacieux, leur détermination à renverser le roi et à installer le jeune Édouard, prince de Galles, sur le trône. Ces murmures, amplifiés par la haine grandissante envers Édouard et son entourage, se transformaient peu à peu en une symphonie discordante de mécontentement populaire. L'ordre de rentrer en Angleterre, émis par Édouard lui-même, fut l'étincelle qui embrasa la plaine.
Il pensait pouvoir contrôler son épouse, la ramener dans le giron royal, la museler et la soumettre à nouveau. Il se trompait lourdement. Cet ordre, au lieu d'être une chaîne, fut une invitation à la révolte. Isabelle, forte de l'appui de Mortimer et du soutien croissant des barons anglais, refusa catégoriquement. Ce refus public, ce défi ouvert à l'autorité royale, marqua le début de la fin pour Édouard II. Le silence d'Édouard, suite à ce refus, était assourdissant. Un silence lourd de menaces, de frustration, mais aussi d'une peur croissante. Il réalisait, peut-être trop tard, qu'il avait sous-estimé sa femme, qu'il avait confondu sa beauté et sa douceur apparente avec de la faiblesse. Il avait négligé son intelligence, sa détermination, et surtout, son immense soif de vengeance. Les dynamiques de pouvoir, autrefois solidement ancrées, basculaient à une vitesse vertigineuse. Édouard, isolé, entouré de courtisans cupides et incompétents, voyait son autorité s'effriter comme du sable entre ses doigts. Les barons, lassés de ses errements et de sa faiblesse, commençaient à rallier ouvertement la cause d'Isabelle. L'armée, autrefois fidèle au roi, était divisée, tiraillée entre son devoir de loyauté et la promesse d'un nouveau règne, plus juste et plus stable. Isabelle, au sommet de son influence, sentait pourtant un frisson la parcourir. La vengeance qu'elle avait si longtemps désirée, la chute de son mari, était à portée de main. Mais la victoire avait un goût amer. Elle sentait, au plus profond d'elle-même, que cette quête de justice, cette soif de rétribution, l'avait changée. La jeune femme naïve et innocente qu'elle avait été en arrivant en Angleterre, avait disparu, remplacée par une reine stratège, impitoyable et consumée par le désir de revanche. Elle commençait à perdre le contrôle, non pas de la situation politique, mais d'elle-même. Le venin de la vengeance, qu'elle avait ingurgité à petite dose pendant des années, commençait à la ronger de l'intérieur. Elle voyait des ombres dans les miroirs, entendait des murmures dans le vent. La culpabilité, la peur, la honte, se mêlaient à son triomphe, créant un cocktail explosif qui menaçait de la faire imploser. Sa sécurité était également compromise. Bien qu'entourée de fidèles, elle savait que le danger la guettait à chaque instant. Les partisans d'Édouard, tapis dans l'ombre, n'attendaient qu'une occasion pour la frapper. Les intrigues de la cour, les trahisons, les complots, étaient autant de pièges mortels qui se refermaient inexorablement sur elle. Elle devait être constamment vigilante, méfiante de tous, même de ses plus proches alliés. L'avenir était incertain. La chute d'Édouard était inéluctable, mais les conséquences de son règne allaient se faire sentir pendant des années. La paix, la stabilité, la prospérité, étaient autant de chimères qui s'éloignaient à mesure qu'Isabelle approchait de son but. La couronne, qu'elle convoitait pour son fils, était tachée de sang, souillée par la trahison et la violence. Isabelle, en orchestrant la chute de son mari, avait ouvert une boîte de Pandore. Elle avait libéré des forces obscures qu'elle ne pourrait peut-être jamais contrôler. La vengeance, loin d'être une catharsis, était devenue une obsession, une drogue amère qui la détruisait peu à peu. Elle savait, au fond d'elle-même, que sa victoire serait une victoire à la Pyrrhus, qu'elle paierait un prix exorbitant pour avoir osé défier le roi et réclamer justice. Le paysage anglais, jadis familier, lui apparaissait désormais étranger, hostile. Les châteaux, les forêts, les plaines, étaient autant de témoins silencieux de son ascension et de sa chute. Elle se sentait seule, isolée, perdue dans un labyrinthe de pouvoir et de mensonges. Le poids de ses responsabilités, le fardeau de ses actions, pesait lourdement sur ses épaules. Le sort d'Isabelle, tout comme celui d'Édouard, était désormais suspendu à un fil ténu. La partie n'était pas encore gagnée, et le prix à payer pour la victoire risquait d'être plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La reine, autrefois adulée et respectée, était devenue une figure controversée, crainte et détestée par certains. Elle marchait sur un champ de mine, consciente du danger imminent, mais incapable de faire machine arrière. La fracture entre Isabelle et Édouard avait créé un séisme politique qui ébranlait les fondations mêmes du royaume. Les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts personnels et des ambitions démesurées. La cour, autrefois un lieu de raffinement et de divertissement, était devenue un nid de vipères, un théâtre d'intrigues et de complots où la trahison était monnaie courante. Isabelle, malgré sa détermination et son intelligence, se sentait de plus en plus vulnérable. Elle savait que ses ennemis étaient nombreux et puissants, qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser tous les moyens possibles pour la détruire. Elle devait rester constamment sur ses gardes, anticiper leurs mouvements, déjouer leurs pièges. Sa survie, et celle de son fils, en dépendaient. Le règne d'Édouard II, marqué par la faiblesse, la corruption et l'incompétence, touchait à sa fin. Mais la succession, loin d'être assurée, était source d'inquiétude et de tension. La France, l'Angleterre, l'Europe entière, observaient avec attention le déroulement des événements, consciente que le sort d'un royaume pouvait basculer en un instant. Isabelle, au cœur de cette tempête politique, se sentait à la fois puissante et impuissante. Elle avait réussi à mettre en mouvement une force irrésistible, mais elle ne savait pas où cette force l'amènerait. Elle était à la fois le maître et l'esclave de son destin, prisonnière d'un engrenage qu'elle avait elle-même mis en marche. La nuit tombait sur l'Angleterre, une nuit sombre et inquiétante, lourde de présages.
Le vent hurlait, les nuages masquaient la lune, et les ombres dansaient dans les couloirs des châteaux. Isabelle, seule dans sa chambre, contemplait le reflet de son visage dans le miroir. Elle voyait une femme fatiguée, usée par la lutte, hantée par ses démons. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix, si la vengeance valait le prix qu'elle était en train de payer. Elle se demandait également si elle serait un jour capable de retrouver la paix, la sérénité, le bonheur. Elle savait que le chemin serait long et difficile, semé d'embûches et de sacrifices. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout, à assumer les conséquences de ses actes, à construire un avenir meilleur pour son fils et pour le royaume d'Angleterre. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. Isabelle de France avait changé le cours de l'histoire, et son nom resterait à jamais gravé dans les annales de l'Angleterre. Que son règne soit synonyme de justice et de prospérité, ou de violence et de chaos, seul le temps le dira. Mais une chose est certaine, elle a marqué son époque. L'automne engouffra l'Angleterre d'une brume âcre. La nouvelle, venue de l'étranger, avait voyagé plus vite que les vents. Isabelle était revenue, non pas comme une épouse délaissée implorant le pardon, mais comme une reine en armes, à la tête d'une armée et armée d'une détermination froide, presque inhumaine. Les barons, longtemps murmurant dans les couloirs sombres de leur château, sortirent au grand jour, ralliant sa bannière comme des faucons se jettent sur une proie. La traîtrise, jusque-là contenue dans les complots et les chuchotements, se répandait désormais comme une encre noire sur le parchemin de l'histoire. Édouard, lui, était comme un cerf blessé, traqué dans les forêts familières de son royaume. Ses soutiens s'effritaient, emportés par la marée montante de la rébellion. Il voyait la crainte dans les yeux de ses courtisans, la prudence excessive dans leurs paroles. La loyauté, autrefois acquise, se révélait être un masque fragile, facilement brisé par la peur et l'opportunisme. Son favori, Hugh le Despensé, tentait de le rassurer, de maintenir l'illusion d'un pouvoir intact, mais ses paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Le premier coup fut porté à Bristol. La ville, longtemps fidèle à la couronne, ouvrit ses portes aux forces d'Isabelle. Hugh le Despensé le Vieux, père du favori, fut capturé et exécuté sans procès, sa tête plantée sur une pique pour avertir ceux qui oseraient résister. Édouard, retranché à Londres, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il envoya des émissaires, porteurs de promesses et de concessions, mais Isabelle les refusa tous, froide et implacable. Ces lettres, autrefois empreintes de supplications et d'affection, étaient désormais des déclarations de guerre, rédigées avec une précision glaciale. Elle exigeait la reddition inconditionnelle de Hugh le Despensé le Jeune et la reconnaissance de son fils, Édouard, comme héritier légitime. Édouard hésita. Abandonner Despensé, c'était se condamner lui-même. Il savait que sa faiblesse, son affection excessive pour son favori, avait alimenté la colère des barons et facilité la trahison d'Isabelle. Mais il ne pouvait se résoudre à sacrifier celui qui lui était resté fidèle, celui qui, à ses yeux, était la seule lumière dans un monde qui s'obscurcissait. Il tenta de fuir Londres, emmenant Despensé avec lui. Ils errèrent à travers le pays, cherchant refuge auprès de ceux qui, espéraient-ils, restaient loyaux. Mais les châteaux leur étaient fermés, les villages hostiles. La population, manipulée par la propagande d'Isabelle, les voyait comme des tyrans, des corrupteurs du royaume. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, dépeignant Édouard comme un roi faible et efféminé, sous l'influence néfaste de son favori. La capture fut inévitable. Dans les landes désolées du pays de Galles, ils furent pris au piège. Édouard, épuisé et désespéré, ne tenta même pas de résister. Despensé, lui, se battit avec l'énergie du désespoir, mais il fut rapidement maîtrisé. Ils furent conduits, enchaînés, devant Isabelle et son allié, Roger Mortimer. La scène était digne d'une tragédie antique. Édouard, autrefois puissant monarque, était réduit à un spectacle pitoyable. Isabelle, impassible, le regardait avec un mélange de dégoût et de satisfaction. Mortimer, lui, jubilait ouvertement, savourant sa victoire. Le procès de Despensé fut une parodie de justice. Il fut accusé de tous les maux du royaume, de la corruption à la trahison. Il fut condamné à une mort atroce. Il fut traîné, écorché, castré et démembré devant une foule hurlante. Son corps fut exposé aux quatre coins du royaume, comme un avertissement. Édouard, témoin de cette barbarie, ne prononça pas un mot. Son regard était vide, son esprit absent. Il semblait s'être retiré en lui-même, dans un monde intérieur où il ne pouvait plus être atteint par la douleur et l'humiliation. Isabelle, après l'exécution de Despensé, se tourna vers le sort d'Édouard. Elle ne pouvait se permettre de le laisser vivre. Il était une menace potentielle, un symbole de la résistance. Mais elle ne pouvait pas non plus l'exécuter ouvertement. Cela aurait provoqué l'indignation de certains barons et aurait terni son image. Elle opta pour une solution plus subtile. Édouard fut emprisonné au château de Berkeley, sous la garde de gardiens impitoyables. Il fut privé de tout confort, soumis à des humiliations quotidiennes. Ses conditions de vie furent délibérément rendues insupportables, dans l'espoir qu'il succomberait à la maladie ou à la folie. Isabelle retourna à Londres, où elle régna en tant que régente au nom de son fils, le jeune Édouard. Elle gouverna avec une poigne de fer, réprimant toute opposition et consolidant son pouvoir.
Mortimer était son bras droit, son confident et son amant. Ensemble, ils pillèrent les richesses du royaume, s'enrichissant au détriment du peuple. Mais le règne d'Isabelle et de Mortimer était loin d'être stable. Les barons, autrefois alliés, commençaient à se méfier de leur ambition et de leur arrogance. Ils murmuraient contre la régente et son amant, les accusant de corruption et de tyrannie. De plus, le jeune Édouard grandissait. Il commençait à prendre conscience de la situation, à comprendre que sa mère et Mortimer le manipulaient. Il voyait la haine dans les yeux des barons, leur mépris pour la régente et son amant. Il sentait le danger qui planait sur sa tête. Au château de Berkeley, Édouard déclinait lentement. Ses gardiens le maltraitaient sans relâche, le privant de nourriture et de sommeil. Ils l'humiliaient et le torturaient, essayant de briser son esprit. Mais Édouard, malgré tout, résistait. Il s'accrochait à la vie, animé par un faible espoir de rédemption. Pourtant, même cet espoir finit par s'éteindre. Un soir, alors qu'il était seul dans sa cellule, il entendit des pas approcher. Ses gardiens entrèrent, les visages sombres et déterminés. Ils le saisirent et le jetèrent sur le lit. Ils enfoncèrent une brochette incandescente dans son anus, brûlant ses entrailles. Il hurla de douleur, mais ses cris furent étouffés par le poids de ses bourreaux. Édouard mourut dans d'atroces souffrances. Sa mort fut dissimulée. On annonça qu'il était mort de cause naturelle. Mais la vérité finit par éclater. Les rumeurs se répandirent, décrivant les horreurs de son assassinat. Le peuple fut horrifié. Isabelle et Mortimer avaient réussi à éliminer Édouard. Mais ils avaient semé les graines de leur propre destruction. La mort du roi, loin de consolider leur pouvoir, avait déclenché une vague de colère et de rébellion. Le jeune Édouard, désormais roi, était déterminé à venger son père et à châtier ceux qui l'avaient assassiné. Le château de Berkeley, jadis lieu de pouvoir, devint un symbole de la traîtrise et de la cruauté d'Isabelle. Son nom fut maudit, son souvenir associé à l'ombre et au sang. La mort d'Édouard laissa une cicatrice indélébile sur l'histoire de l'Angleterre. Elle marqua la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Le royaume était plongé dans le chaos et la division, mais l'espoir renaissait. Le jeune Édouard, fort de sa détermination et du soutien de ses barons, était prêt à affronter l'avenir et à restaurer l'honneur de la couronne. Isabelle, elle, sentait le piège se refermer autour d'elle. La victoire qu'elle avait si âprement recherchée se transformait en une amère défaite. Son désir de vengeance, autrefois si puissant, la laissait vide et désillusionnée. Elle avait sacrifié son mariage, sa réputation et son âme pour atteindre son but. Mais au final, elle n'avait gagné que le mépris et la solitude. Elle avait orchestré la chute de son mari, mais elle avait également orchestré sa propre chute. Le prix de sa vengeance était plus lourd qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La peur, désormais, était son plus fidèle compagnon. Elle se cachait dans les ombres, se méfiant de chaque visage, de chaque murmure. Elle savait que son temps était compté, que la roue de la fortune avait tourné. Les événements s'accélèrent. Des lettres anonymes dénonçant Isabelle et Mortimer circulaient dans les cours européennes, sapant leur légitimité. Des complots étaient ourdis dans les arrière-salles des châteaux, des alliances secrètes forgées. La machine politique, une fois contrôlée par Isabelle, se retournait contre elle. Des accusations de trahison, de corruption et de débauche étaient lancées ouvertement, ébranlant les fondations de son pouvoir. Isabelle n'agissait plus, elle était agie. Elle n'était plus la reine stratège, mais une proie traquée. Elle sombrait dans une paranoïa grandissante, voyant des ennemis partout. Chaque sourire lui semblait faux, chaque parole susurrait une menace. Elle s'isola dans ses appartements, entourée d'une garde rapprochée, mais même dans ses propres murs, elle ne se sentait plus en sécurité. Le palais de Westminster, autrefois le symbole de son pouvoir, était devenu une prison dorée. Mortimer, lui aussi, sentait le vent tourner. Son arrogance et sa cruauté l'avaient rendu impopulaire auprès des barons. Il s'accrochait désespérément au pouvoir, usant de la force et de l'intimidation pour réprimer toute opposition. Mais ses efforts étaient vains. Le mécontentement généralisé était trop fort pour être contenu. Le jeune roi Édouard, poussé par les barons et aiguillonné par le désir de venger son père, prit les choses en main. Il organisa un coup d'État, surprenant Isabelle et Mortimer dans leur propre château. Mortimer fut arrêté et jugé pour trahison. Il fut condamné à mort et exécuté publiquement. Sa mort marqua la fin du règne d'Isabelle. Isabelle fut épargnée. Son fils, malgré la haine qu'il nourrissait pour elle, ne pouvait se résoudre à la condamner à mort. Il la fit enfermer dans une tour, où elle passa le reste de sa vie, oubliée de tous. Elle n'était plus la reine de France, ni la reine d'Angleterre. Elle était simplement une captive, hantée par les fantômes de son passé. Le silence de sa cellule était assourdissant. Les souvenirs la hantaient, les visages de ceux qu'elle avait trahis et sacrifiés défilaient devant ses yeux. Elle revoyait Édouard, son mari, humilié, torturé et assassiné. Elle entendait les cris de Despensé, démembrés sous les yeux de la foule. Elle sentait le poids du sang sur ses mains. Elle avait voulu la vengeance, elle l'avait obtenue. Mais elle avait découvert, trop tard, que la vengeance est un plat qui se mange froid, un plat qui laisse un goût amer dans la bouche et qui empoisonne l'âme. Son triomphe s'était transformé en une tragédie, son pouvoir en une solitude infinie. Dans l'obscurité de sa cellule, Isabelle comprit enfin la vérité.
La vengeance, loin de la libérer, l'avait enchaînée à son passé. Elle avait passé sa vie à poursuivre un fantôme, à se battre contre des moulins à vent. Elle avait gâché son existence, sacrifié son bonheur pour un idéal illusoire. Elle mourut seule, dans l'obscurité, rongée par le remords. Son nom fut maudit, son histoire déformée par les vainqueurs. Elle devint un symbole de la trahison, de la cruauté et de l'ambition démesurée. Mais au fond de son cœur, elle était restée une femme blessée, une victime de son propre désir de vengeance. Son histoire est un avertissement, un rappel que la vengeance est un chemin dangereux, un chemin qui mène à la destruction. Isabelle de France, reine déchue, symbole de l'effondrement des illusions. Le vent hurlait à travers les remparts du château de Berkeley, un loup solitaire se plaignant à la lune blafarde. Isabelle, elle, ne sentait plus rien. La flamme de la vengeance, si longtemps attisée, avait consumé tout ce qui la composait. Il ne restait plus qu'une coquille vide, hantée par le spectre de ses propres actions. La déposition d'Édouard II avait été une affaire rapide et impitoyable. Accusé d'incompétence, de favoritisme envers les mignons et d'avoir ruiné le royaume, il avait été contraint d'abdiquer en faveur de son fils aîné, Édouard III. La cérémonie s'était déroulée dans une atmosphère glaciale, où chaque regard portait un mélange de pitié, de mépris et de soulagement. Édouard, défait et dépossédé de sa couronne, avait murmuré quelques protestations étouffées, mais sa volonté était brisée. Isabelle n'avait ressenti ni joie ni triomphe en le voyant s'agenouiller devant son fils et renoncer à la couronne. Juste un vide glacial. Le jeune Édouard III, à peine un adolescent, était désormais roi d'Angleterre. Sa régence fut confiée à un conseil dominé par Isabelle et Mortimer. Le pouvoir était enfin entre leurs mains. Ils s'empressèrent de consolider leur position, distribuant honneur et richesse à leurs partisans, et éliminant impitoyablement leurs ennemis. Le royaume, cependant, restait instable. La noblesse, méfiante envers la domination française et les ambitions de Mortimer, murmurait son mécontentement. Le peuple, lourdement taxé et toujours marqué par les années de règne impopulaire d'Édouard II, vivait dans la crainte et la misère. Isabelle, elle, se réfugiait dans l'administration, noyant ses remords dans le flux incessant des affaires d'État. Elle s'entourait de conseillers dévoués et s'efforçait de rétablir l'ordre et la prospérité dans le royaume. Mais elle ne pouvait échapper aux ombres du passé. Les images d'Édouard, humilié et emprisonné, la hantaient dans ses rêves. Le souvenir de Gaveston, son premier sacrifice sur l'autel de la vengeance, revenait la hanter sans cesse. Elle avait cru que la destruction de ses ennemis la libérerait, mais elle avait seulement découvert qu'elle s'était emprisonnée dans une cage d'amertume et de culpabilité. Mortimer, lui, savourait sa victoire. Il se pavanait dans les palais royaux, entouré d'une cour de flatteurs. Il s'enrichissait sans scrupule, pillant les coffres du royaume et s'appropriant les terres et les titres des nobles. Son arrogance et sa soif de pouvoir n'avaient aucune limite. Il se voyait déjà comme le véritable maître de l'Angleterre, régnant derrière le trône du jeune roi. Mais le temps de Mortimer était compté. Le jeune Édouard III, bien que toujours sous l'influence de sa mère, commençait à se lasser de la domination de Mortimer. Il entendait les murmures de la noblesse, les plaintes du peuple. Il voyait la corruption et l'avidité qui gangrenaient le royaume. Le désir de régner en son propre nom grandissait en lui, alimenté par la fierté et l'ambition. L'occasion se présenta rapidement. Un groupe de nobles conspirateurs, mené par le comte de Lancastre, approcha secrètement Édouard. Ils lui jurèrent fidélité et lui promirent leur soutien pour renverser Mortimer et reprendre le contrôle du royaume. Édouard, prudent et rusé, accepta leur offre. Dans la nuit du 19 octobre 1330, Édouard et ses complices pénétrèrent secrètement dans le château de Nottingham, où Isabelle et Mortimer résidaient. Ils surprirent Mortimer dans sa chambre, en compagnie d'Isabelle. Une brève et violente lutte s'ensuivit. Mortimer, pris au dépourvu, fut rapidement maîtrisé et arrêté. Isabelle, désespérée, tenta de s'interposer, suppliant son fils d'épargner la vie de son amant. Mais Édouard restait inflexible. Mortimer fut emmené à Londres, où il fut jugé pour trahison et corruption. Il fut condamné à mort et pendu à Tyburn le 29 novembre 1330. Sa chute fut aussi rapide et spectaculaire que son ascension. Édouard III prit ensuite le contrôle du royaume. Il fit emprisonner sa mère dans le château de Rising, où elle resta recluse pendant de nombreuses années. Elle était toujours traitée avec respect et dignité, mais elle n'avait plus aucune influence politique. Le pouvoir qu'elle avait si âprement conquis lui avait été arraché. L'affaire d'Édouard II, cependant, n'était pas encore close. Des rumeurs persistantes circulaient sur sa mort. La version officielle était qu'il était mort de cause naturelle dans sa prison du château de Berkeley. Mais beaucoup croyaient qu'il avait été assassiné sur ordre d'Isabelle et de Mortimer. Les détails de sa mort restèrent longtemps un secret bien gardé. Les historiens ont débattu pendant des siècles de la vérité. Certaines sources affirment qu'il fut étouffé avec un oreiller. D'autres racontent une histoire plus macabre, impliquant un fer rouge enfoncé dans son anus. La vérité ne sera jamais connue avec certitude. Mais une chose est claire, Édouard II est mort dans des circonstances mystérieuses et suspectes. Et Isabelle de France, malgré ses dénégations, resta à jamais soupçonnée d'avoir été impliquée dans son assassinat.
Après la mort de Mortimer, Isabelle sombra dans une profonde mélancolie. Elle passait ses journées à prier et à lire des textes religieux. Elle se confessait régulièrement à un prêtre et faisait pénitence pour ses péchés. Elle semblait chercher le pardon, mais elle ne pouvait le trouver. Le sang d'Édouard II tachait ses mains, et le remords rongeait son âme. Elle mourut le 22 août 1358, dans le château de Hertford. Elle fut enterrée dans l'église des franciscains de Newgate, à Londres. Son cœur, sur sa demande, fut placé dans un cercueil séparé et exposé près de la tombe d'Édouard II. Un dernier acte de repentance, peut-être, ou une ultime tentative de se réconcilier avec le fantôme de son mari. Le règne d'Édouard III fut marqué par la guerre de 100 ans, un conflit long et sanglant avec la France. Il remporta de nombreuses victoires sur le champ de bataille, mais la guerre finit par s'enliser et coûta cher à l'Angleterre en termes de vie et de ressources. Édouard III mourut en 1377, laissant le trône à son petit-fils, Richard II. Isabelle de France, la Louve de France, la reine qui avait défié un roi et renversé un royaume, tomba dans l'oubli. Son histoire devint une légende, un conte de trahison, d'ambition et de vengeance. Son nom fut murmuré avec crainte et méfiance. Elle fut à la fois admirée et détestée, une figure complexe et énigmatique, dont l'héritage continua de hanter l'histoire de l'Angleterre. Les ossements d'Édouard II reposèrent dans la cathédrale de Gloucester, un lieu de pèlerinage pour ceux qui le considéraient comme un saint martyr. Sa tombe était ornée de riches offrandes et de prières. Son règne fut rappelé comme une époque de chaos et de désordre, mais aussi comme un moment de défi contre l'autorité royale. La paix, pour Isabelle, resta une chimère. Ses actions, motivées par la vengeance, avaient semé les graines de la discorde et de la méfiance. La chute d'Édouard avait été une victoire à la Pyrrhus, un triomphe empoisonné qui avait fini par la consumer elle-même. Le silence s'abattit sur l'Angleterre. Un silence lourd de secrets et de remords. Le silence de la vengeance accomplie. Le silence de la mort. Le silence de l'histoire.